Bon, bah, je pensais faire une émission plus courte cette semaine, et bah en fait, pas du tout. Et vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? Comme si t'emmenais la femme d'un copain au resto ou au cinoche. Pour lui tenir compagnie, c'est tout. Un studio portatif de télévision. Tu t'y attendais à ce scénario? Mon Dieu, qu'est-ce qui va pas avec cette prise? Si je ne sors pas très vite de score, je vais y rester prisonnier. Bonjour à tous et bienvenue dans Soyons Bon Public et on va commencer avec le sommaire de l'émission. Dans cette émission, nous allons parler d'un sujet qui peut faire débat et cette semaine on revient sur pourquoi The Shield reste encore la meilleure série policière du petit écran, même encore aujourd'hui. D'ailleurs, si vous voulez me contredire en commentaire, eh bien je serais ravi de débattre avec vous. Mais avant de commencer ce débat, dans ce dossier, je parlerai de 5 points pour prouver mes dires. Dans cette émission, je reviendrai également sur quelques news en bref. Et enfin, je terminerai par une recommandation. Que ce soit une série ou un film, qu'il soit récent ou non, bref, je vous en parle en fin d'émission, et cette semaine, je veux vous parler de Sans jamais nous connaître. Et ça commence maintenant. Dans le dossier de la semaine, je vais revenir sur pourquoi The Shield reste encore la meilleure série policière du petit écran. The Shield est une série américaine créée par Sean Ryan, diffusée entre 2002 et 2008. Plusieurs prix lui seront consacrés comme en 2003, Golden Globe de la meilleure série, mais aussi pour Michael Chiklis, meilleur acteur. Alors le synopsis de la série semble assez convenu, cependant on découvrira en 5 points pourquoi The Shield marquera l'histoire du petit écran. Pour rétablir l'ordre dans les secteurs les plus dangereux de Los Angeles, une brigade de police arrive à mettre en œuvre des méthodes plutôt expéditive et inhabituelle. Alors le premier point fort de la série, c'est qu'il y a un début et une fin. Une série qui a une fin, ça peut paraître logique, mais beaucoup de séries ne savent pas comment s'arrêter, ni faire une bonne conclusion en termes d'écriture. Sean Ryan annonce la fin de la série lorsque la saison 5 vient juste de se terminer, alors que la saison 6 arrive sur nos écrans, tout le monde retient son souffle. C'est la dernière, mais pas du tout. Le créateur annonce une ultime saison qui sera le temps nécessaire pour boucler les arcs narratifs. Et cette 7e saison, les 2 derniers épisodes laisseront une empreinte dans l'histoire des séries. La série nous mettra en difficulté et nous sortira de notre zone de confort, l'empathie nous envahira, quel que soit le point de vue, que ce soit celui des héros ou même des salopards. Déjà 3 ans après le final exceptionnel de Six Feet Under, que toutes les séries envient, dans l'écriture d'une conclusion, The Shield n'a pas à rougir. C'est presque de la perfection en termes de narration, de mise en scène et d'acting. Et justement, j'en viens sur le deuxième point, sur l'acting. Car oui, il y a des acteurs de talent, mais aussi des guests de talent. Glenn Close, Forest Whitaker sont forcément en avant et n'apparaissent qu'à la saison 4 pour Glenn Close et la saison 5 pour Forest Whitaker. Avant les guests, les acteurs de la série ont eu quand même 3 saisons pour convaincre et n'ont jamais déçu. Michael Chiklis est admirable jusqu'au final, mais finalement tous les acteurs ont le temps de briller dans la série comme Catherine Dent, Benito Martinez ou Jake Harness. Mais la figure qui restera en tête, c'est bien le personnage de Claudette, joué par, et je vais peut-être écorcher son nom, c'est H.H. Ponder, vu dans Avatar ou même Volte-Face. Ce personnage sera le plus droit, celui qui donnera de l'espoir dans ceux qui nous protègent au sein de la police. Toujours droit dans ses bottes, dans les procédures, dans son idéologie, ce qui lui donnera du fil à retordre pour évoluer. Pour le troisième point, et non pas des moindres, inspiré de faits réels et même carrément visionnaire. Si Farmington, le quartier malfamé de Los Angeles où se déroule l'intrigue, est totalement inventé pour le show, la brigade de choc, elle, n'est pas une invention et relate et s'inspire des faits d'une unité de gang crash de la police de Los Angeles qui au cours des années 90 est accusée de corruption. Finalement, le format de la série en 4 tiers peut déstabiliser mais finalement rend hommage comme une série documentaire des années 90. Alors le quatrième point, ça peut paraître évident, c'est une série policière post-11 septembre, tout comme l'a pu l'être par exemple 24 heures chrono. La série pose une question cruciale concernant les héros de l'histoire. Après le 11 septembre, les États-Unis vont changer concernant la vision de nos héros. Quel degré d'autorité tolérons-nous de la part de ceux qui nous protègent en échange de notre sécurité? Encore aujourd'hui, et les récents événements avec Black Lives Matter, il m'arrive de penser encore à cette série puisque ces éléments y sont abordés. Pertinente encore et toujours, The Shield est presque un documentaire tellement les interventions semblent réalistes. Nous sommes littéralement investis et immergés lors des interventions, aussi violentes soient-elles. D'ailleurs, en termes de mise en scène, la caméra épaule filme presque parfois en fan footage qui donne une
une aura supplémentaire sur la vision documentaire voulue par le créateur. Et enfin le dernier point, une série violente mais nécessaire. Certains l'avouent, comme le chef opérateur de la série, Ron Schmidt, la série aurait du mal à exister aujourd'hui. Il indique par exemple, dans The Shield, on a montré le racisme, la violence contre les femmes, le sexisme, les comportements déplacés, les mots racistes dans la bouche de certains policiers, mais sans en faire un agenda politique. Tout cela a été justifié parce que nos personnages étaient ainsi. Il n'était pas question pour Sean Ryan d'édulcorer la réalité. N'étant pas forcément pour un parti politique, il fallait déteindre la réalité et non une pensée dirigée. Il y a même une grande critique de la politique en général via la gestion des policiers de LA et leur budget de plus en plus réduit, au point d'investir par exemple le commissariat dans une ancienne église de Farmington. Même si la série montre la misère sociale, le racisme et des éléments plus sombres comme la pédophilie ou les tueurs pervers en série ou l'initiation dans les gangs, rien n'est épargné à l'image. S'il faut montrer du sang, la caméra le montrera. Un exemple notoire où l'on montrera la traque d'un homophobe qui avait créé une tapette à souris qui sectionnait les appareils génitaux de ses victimes dans les Glory Halls de Los Angeles. Mais cet exemple est bien une goutte d'eau que ce que propose la série. La série reste en mémoire, elle ne m'a jamais quitté depuis son final et il m'arrive encore de la regarder comme un film culte. Je la mets sans problème d'ailleurs dans ces séries cultes de tous les temps. Et n'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire si vous avez vu la série et vos anecdotes concernant certaines scènes ou même si vous avez envie de la regarder, ça m'intéresse. Et maintenant, on va passer sur les news en bref. Partie de l'émission, les news en bref. La première news concerne le prochain film de Maggie Gyllenhaal, The Bride, avec les clichés de son ancien partenaire dans The Dark Knight, Christian Bale, en créature de Frankenstein. Mais ce n'est pas la seule image proposée puisque aussi Jessie Buckley a le droit aussi à une photo dévoilée. Alors que le film est prévu pour le 1er octobre 2025, cela permet d'avoir un aperçu non négligeable de ce que rendra visuellement le film. Une recherche gothique visiblement, mais pour ma part je trouve que visuellement cela ressemble déjà au Frankenstein de Kenneth Branagh, sorti en 1994, avec un Robert De Niro déjà méconnaissable en créature et Helen Bonham Carter qui me terrifiait quand j'étais gosse, mais qui abordait tout de même une des meilleures adaptations du livre de Mary Shelley. D'ailleurs, ce qui est fascinant avec ce livre, ou même le film de Kenneth Branagh, ou dans cette histoire, c'est les questions de qui sont les monstres, qui sont ceux qui font preuve d'humanité, qui s'autorisent à devenir Dieu, créationniste, et ses conséquences. Il y a beaucoup de sous-textes philosophiques intéressants qui, à chaque adaptation, peuvent prendre un angle différent et être traités de façon personnelle, voire même aussi universelle avec notre monde. Après, pour ce qui est de savoir si ce sera une bonne adaptation, eh bien écoutez, réponse le 1er octobre 2025. La deuxième news concerne Matrix 5 qui est prévu pour Warner Bros. Si Matrix 4 déchaîne encore les passions car le film divise toujours, personnellement je défends toujours le film, et si vous avez vu ma vidéo sur la chaîne sur le sujet, vous le savez déjà, mais ici ça va être un peu différent. Alors excite l'ancienne équipe, ainsi que Lana Wachowski qui sera juste rendue à productrice exécutive, malheureusement. Alors c'est Drew Goddard, scénariste de Seul sur Mars, qui hérite du projet, ou en tout cas qui a eu une idée pour relancer la franchise. Le patron de Warner Bros indique « Drew est venu chez Warner Bros avec une nouvelle idée qui, nous en sommes tous convaincus, serait un moyen incroyable de poursuivre l'univers Matrix en honorant et Lily ont commencé il y a plus de 25 ans et en offrant une perspective unique basée sur son propre amour de la saga et des personnages. » Alors cette phrase, c'est un peu peut-être une façon de communication déguisée d'un film de commande ou peut-être est-ce vraiment un vrai projet d'un cinéaste. Ça reste assez flou dans l'ensemble car aucun casting, aucun élément du synopsis de l'histoire n'a été dévoilé. Cependant, concernant l'univers Matrix et le lore possible, cela reste infini pour créer de nouveaux films ou des histoires parallèles. On se souvient par exemple de l'excellente série d'animation Animatrix. Après, nous avons aussi le message de Matrix Résurrection qui serait presque contraire à presser le citron de cette saga. Pour moi, Matrix 4 restait tout de même une très bonne conclusion. Mais après tout, il faudra juger le produit fini en salle évidemment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce nouvel opus vous intéresse ou même créer de petits débats sur la saga, ça m'intéresse. Troisième et dernière news, la bande-annonce d'un nouvel alien dévoilé, Alien Romulus. Reprenant les gimmicks du premier et du deuxième Alien, la saga semble retourner aux sources sans forcément prendre de risques. Si ce trailer ne dévoile pas tant de choses que ça, il est bien là pour
rassurer les fans de la saga déçus par les 2 derniers opus réalisés par Ridley Scott. Le réalisateur, Fede Alvarez, qui reste, je trouve, très intéressant car ses anciens projets étaient plutôt léchés pour ma part, comme sa réinterprétation d'Evil Dead ou même son film Don't Breathe qui était honnêtement bien mis en scène. La bande-annonce pour ma part, d'Alien Romulus, ça m'a fait ni chaud ni froid en fait. Alors je vais m'expliquer tout de même. Il y a juste une séquence qui m'a tout de même convaincu, celle des facehuggers qui pourchassent nos héros. Ça reste assez efficace, je trouve que c'est plutôt bien foutu au niveau des effets spéciaux, mais bon, le reste c'est du déjà vu. Et je dois avouer avoir plus peur d'avoir un film nostalgique qu'une véritable proposition. Cependant, le trailer reste très et trop rapide pour se faire réellement une idée. L'histoire reste assez floue, même si j'ai l'impression qu'ils ont repris l'histoire de Alien Isolation, un excellent jeu au demeurant. Et la réponse ne tardera pas, puisque ce sera donné en salle le 14 août 2024, et comptez sur moi pour faire part de mon avis à ce moment-là, et même si je reste toujours sceptique vis-à-vis de ce trailer, je me suis quand même fait arnaquer avec les 2 précédents opus, je reste tout de même curieux de voir le xénomorphe encore en action au cinéma. Et vous, quel est votre alien préféré? Attendez-vous Romulus? Pensez-vous que le film en France sera censuré, comme le trailer, avec le sang plus noir alors que la version internationale est bien rouge? Eh ben, dites-le moi en commentaire. Et pour finir l'émission, ma recommandation. Troisième et dernière partie de l'émission, ma recommandation. Alors ça peut être un film, une série, que ce soit une œuvre ancienne ou récente, peu importe. Considérez ça comme une mini-critique car je n'irai pas forcément dans le détail. Et c'est parti. Ma recommandation, c'est un film sorti cette année, dont on a peu parlé je trouve. C'est le film Sans jamais nous connaître, titre original Of All of Us Strangers de et d'Andrew Hyde, sorti le 14 février 2024 dans nos salles. Alors je sais pas si j'ai bien prononcé le nom du réalisateur. À Londres, Adam vit dans une tour où la plupart des appartements sont inoccupés. Une nuit, la monotonie de son quotidien est interrompue par sa rencontre avec un mystérieux voisin, Harry. Alors que les 2 hommes se rapprochent, Adam est assailli par des souvenirs de son passé et retourne dans la ville de banlieue où il a grandi. Arrivé devant sa maison d'enfance, il découvre que ses parents occupent les lieux et semblent avoir le même âge que le jour de leur mort il y a plus de 30 ans. Alors que le film s'inspire grandement du roman de Taishi Yamada de 1987, Présence d'un été, mais s'en éloigne beaucoup avec des éléments personnels du réalisateur, adapté, encore une fois, c'est trahir, œuvre plus personnelle qu'il n'y paraît, et donne vie à un film pour ma part réussi. Par exemple, des éléments qui ont changé, c'est notre époque et non les années 80, pour aussi aborder notre monde actuel et comment il est simple de s'isoler du monde. Car oui, le film parle grandement de solitude et comment elle peut nous faire vivre un fantasme plutôt qu'une réalité. Le choix du casting est 3 étoiles, puisque Andrew Scott est le personnage principal, Paul Mescal vu dans Normal People ou After Sun, et pour les parents, rien que Jimmy Bell et Claire Foy, c'est un bonheur à l'écran. Mis à part ce casting admirable, la mise en scène d'Andrew Hyde reste le point fort du film et conjugue la narration par l'image de la meilleure façon en cherchant le plan qui parle plus que les mots. Rien que dans son intro, le générique d'ailleurs, c'est maîtrisé. Le personnage d'Adam, le héros de notre histoire, apparaît devant le lever de soleil avec le reflet de la vitre qui donne un aspect fantomatique du personnage. Ça tombe bien, on va parler de fantômes. Mais cela évoque aussi la lumière chaude qui apparaît au fur et à mesure, et si vous voyez le film, dites-vous que le début reste très froid avec des couleurs qui sont principalement bleutées, où le film ira de plus en plus vers les couleurs chaudes à l'écran, comme symbole d'une prise de conscience de notre personnage, son évolution. En un plan, nous avons déjà 1000 choses. Il semble que notre personnage principal soit le fantôme de sa propre vie. Alors ce sera une critique sans spoiler, mais je vais quand même dévoiler 2-3 petites choses concernant la mise en scène. Autre plan plutôt léché et inventif, Adam vit dans un immeuble presque inhabité, le but étant de s'isoler du monde. Un plan résume aussi ce qui se passe dans sa tête. Lorsqu'il regarde son immeuble, l'immeuble presque éteint, mis à part une fenêtre au teint bleuté encore une fois, où l'on aperçoit un autre personnage important, celui de Harry, le voisin, et peut-être même le seul de l'immeuble, qui est interprété donc par Paul Mescal. Ici le réalisateur prévient déjà sur ce plan. Harry est dans un coin de la tête de Adam, comme l'image de l'immeuble. Lui donnera-t-il plus d'espace par la suite? C'est encore autre chose. L'immeuble qui est un peu
peu à l'extérieur de Londres semble trop calme. L'idée de la solitude, où le silence semble être une drogue, y est évoquée par Harry, qui a des difficultés à dormir à cause de ce silence. Harry semble être l'opposé d'Adam, souffrant lui de cette solitude. Si on n'est pas dans les années 80, la bande-son l'est presque totalement, mais ça reste cohérent vis-à-vis des parents qui sont morts dans ces années-là, voire peut-être le début des années 90. Ce qui fait sens dans le film pour évoquer déjà leur présence à travers la musique. Cela évoque aussi la nostalgie qui peut être dangereuse de vivre constamment dans le passé. Prendre le train au départ pour aller de l'avant, le train est montré en avançant avec son personnage, comme si Adam voulait avancer pour se plonger dans son passé, et on verra que la mise en scène du train veut également dire beaucoup. Car parfois, si vous observez bien, en allant au sens opposé au personnage, c'est presque comme une machine à voyager dans le temps dans le film, qui transitionne de façon plutôt maligne. Alors ça évoque quelques questions. Quelle conversation peut-on avoir avec nos parents qui ont disparu il y a fort longtemps, qui ne nous ont pas connus réussir ou échouer? Ces éléments sont abordés et forcément nous renvoient à nos propres parents en tant que spectateurs. Les souvenirs semblent être le refuge d'Adam pour aborder les non-dits, ceux qu'on n'a pas eu le temps de dire. Il paraît qu'on n'est jamais plus soi-même qu'à la mort de nos parents. Alors aborder les sujets épineux comme la sexualité ou la réussite vont être dévoilés comme pour crever un abcès. Les moments seront partagés, un moment privilégié avec la mère puis avec le père pour aborder le coming out d'Adam. Les parents ont vécu les années 80, alors ils auront une façon différente de prendre la chose avec leur vision de l'époque comparée à aujourd'hui. Le réalisateur scénariste nous explique à travers ce thème que nos visions sur le sujet ont évolué dans le bon sens. C'est assez rare de l'évoquer de façon positive dans les films sur les mœurs qui ont évolué dans le bon sens. On est beaucoup plus tolérant aujourd'hui. Je trouve qu'on ne le dit jamais assez. La scène du père est assez évocatrice, mettant un disque préféré du grand-père, on sent le discours qu'aurait pu avoir le grand-père sur Adam à travers son propre père. Mais toutefois, le père est beaucoup plus tolérant lorsqu'il décide d'arrêter le disque du grand-père. Son discours change totalement de version. Comme je le disais, la musique dans le film fait revenir de vieux fantômes. C'est le père qui culpabilise vis-à-vis du discours qu'il aurait pu avoir sur son fils, et ce moment est totalement déchirant. Le père refusait par exemple de consoler son fils quand il était petit, alors qu'il l'entendait pleurer. Il décidera de le consoler comme un signe de pardon, nécessaire pour avancer dans la vie. C'est là que Adam change et se retrouve au milieu d'autres personnes, avec la fameuse scène de la boîte de nuit présente dans la bande-annonce. La solitude semble être délaissée le temps de ces instants, toujours avec ce bleu et rouge qui sont les deux couleurs dominantes du long métrage, avec cette musique de Blur, Death of a Party, qui évoque à travers ses paroles la solitude, mais aussi le suicide, qui prend plus qu'un sens dans le film. D'ailleurs, la scène suivante, vis-à-vis d'une chanson, encore une fois évocatrice, sur ce que pense le personnage, c'est le moment de Noël avec les parents, où la musique, fredonnée par la mère, avec le groupe Pet Shop Boys, avec le titre Always on My Mind, présent également aussi dans la bande-annonce, pour vous dire qu'il n'y a pas de spoiler, est également un petit bijou. Claire Foy la fredonne pour une bonne raison, comme un pardon qu'elle lance à son fils pour l'avoir rejeté quand il a fait son coming out, quelques scènes plus tôt. La musique évoque également la solitude, mais surtout le pardon de ne pas avoir soutenu, et les non-dits, comme si elle parlait à travers la musique à son fils, avec des yeux très humides. Alors est-ce la réalité ou non? Quelque part on s'en fout un petit peu. À travers les parents vivants, on se questionne tout simplement sur la mort, et le temps qui reste, aussi précieux soit-il. On évoque aussi la difficulté d'être parent, et que les moments difficiles avec un enfant qui vous tape parfois sur les nerfs, eh bien ça peut être aussi des moments privilégiés. Claire Foy dit « J'aurais dû adorer que tu me tapes sur les nerfs », qu'elle confessera à son fils, qui est une réplique qui me hante encore. Reste également la scène du restaurant, mais je vous laisse la découvrir. Je vais m'arrêter là, sinon je vais spoiler tout simplement le film, car oui, ce que je vous ai dit là, c'est simplement quelques gouttes d'eau à travers le film, dans ces 1h45 qui est bien plus riche que ça. Alors voilà, c'était ma critique sans spoiler, de Sans jamais nous connaître. Oui, c'est vrai que j'aurais pu aborder la finalité du film et débattre sur le sens caché, et vous apporter ma vision, mais je garde cela pour la zone commentaire avec vous. En tout cas, c'est ma recommandation, faites surtout votre propre avis, et je serai ravi de vous lire également sur votre avis du film. Voilà, c'est terminé pour cette nouvelle émission. En tout cas, rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine émission. On y abordera d'ailleurs dans les news en bref, par exemple, du trailer de Joker 2, Oli à 2, qui doit sortir au moment où je monte l'émission. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je précise qu'il s'agit d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes dispo sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Je vous invite donc à vous abonner, quelle que soit la plateforme, et de laisser un commentaire. Nous y répondrons avec plaisir. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous.
Shield.